Bonjour, aujourd'hui j'aimerais que l'on parle d'un sujet qui revient extrêmement souvent en consultation et qui suscite beaucoup de confusion. Il s'agit de l'alimentation lorsqu'on souffre d'hypothyroïdie et plus particulièrement lorsqu'on est concerné par la thyroïdite d'Hashimoto. Je dois vous avouer qu'en préparant cet article et cette vidéo, je pensais que le sujet serait assez simple à traiter. Je me disais que j'allais rappeler les grandes bases alimentaires, donner quelques conseils pratiques et que ce serait suffisant. Mais en voulant actualiser mes connaissances, je suis retournée lire les études scientifiques récentes et ça a un peu bousculé certaines idées que l'on considérait jusque-là comme acquises. Et c'est une bonne chose parce que ça nous oblige à rester humbles. En santé et encore plus lorsqu'on parle de nutrition et d'être humain, il existe rarement des vérités absolues, il existe plutôt des tendances, des observations et surtout beaucoup d'individualité. D'ailleurs, je vous rappelle que je ne suis ni médecin ni pharmacienne et que les données que je partage avec vous ici proviennent des dernières recherches scientifiques sur le sujet. Si vous souffrez de troubles thyroïdiens, je vous propose d'ailleurs un PDF gratuit à télécharger pour vous aider dans votre quotidien en accompagnement bien-être. Alors, avant d'entrer dans l'alimentation, faisons un rapide rappel. La thyroïde, c'est une petite glande située à la base du cou, mais son influence est immense. Elle agit comme un chef d'orchestre du métabolisme et elle va influencer notre niveau d'énergie, la régulation du poids, la température corporelle, le transit, la concentration, l'humeur et même la fertilité. Lorsque la thyroïde ralentit, c'est tout l'organisme qui ralentit. On observe alors une fatigue persistante, une frilosité inhabituelle, une prise de poids parfois inexpliquée, un transit paresseux, une baisse de morale, un manque d'élan général. Dans ce contexte, l'alimentation peut soit soutenir la glande, soit accentuer ses difficultés. Commençons par un sujet qui a longtemps fait peur. Les fameux aliments dits goitrogènes. Pendant des années, on a conseillé aux personnes souffrant d'hypothyroïdie d'éviter strictement certains légumes, notamment les choux, le brocoli, le chou-cal, le chou-fleur, les navets, etc. Ces légumes de la famille des brassicacées, anciennement les crucifères, sont riches en composés soufrés, comme les glucosinolates et les isothiocyanates. Donc ces légumes sont bien connus pour leurs bienfaits sur la santé, mais on les soupçonnait également d'avoir un effet goitrogène, c'est-à-dire de perturber la fonction thyroïdienne. Pourquoi on dit qu'il faut les éviter du coup? Parce que les goitrogènes, en bloquant l'assimilation de l'iode, vont forcer la thyroïde à travailler davantage. Et si la thyroïde est déjà en difficulté, ça ne fait qu'aggraver les symptômes. Mais comme on va le voir, c'est encore une fois la dose qui fait le remède ou le poison, comme nous disait Paracels. Les articles dont je vous parle en introduction mettent en lumière de nouvelles avancées scientifiques afin d'évaluer l'impact de la consommation de brassicacées sur la thyroïde, notamment chez les personnes présentant des dysfonctionnements thyroïdiens. Donc, ils ont mesuré plusieurs indicateurs, la taille et l'histologie de la thyroïde, les niveaux sanguins de TSH, T3 et T4, l'absorption d'iode et même l'effet de ces composés sur les cellules cancéreuses de la thyroïde. Et contrairement aux idées reçues, la majorité des études montrent que ces légumes n'ont pas d'effet antithyroïdien chez l'humain. En fait, l'inclusion régulière de brassicacées dans l'alimentation quotidienne, surtout avec un apport suffisant en iode, ne présente aucun risque pour la fonction thyroïdienne. Cela veut dire qu'une consommation ponctuelle, modérée et raisonnée de brassicacées ne poserait en fait pas de problème, voire serait même bénéfique à notre santé globale. Autrement dit, manger du brocoli ou du chou régulièrement ne va pas endommager votre thyroïde. Le problème apparaît surtout lorsqu'on en consomme de très grandes quantités, notamment crues et sur de longues périodes. C'est important de le rappeler car ce sont des légumes parmi les plus intéressants pour la santé globale, notamment pour leurs propriétés anti-inflammatoires et protectrices vis-à-vis de certains cancers. Aujourd'hui, le message est donc beaucoup plus nuancé. On ne diabolise plus ces aliments, on les consomme de façon variée et raisonnable, idéalement cuits, car la cuisson réduit encore leur potentiel effet perturbateur. Un autre sujet délicat concerne le gluten, et plus particulièrement la gliadine, une protéine présente dans le blé, l'orge et le seigle, entre autres. Hashimoto étant une maladie auto-immune, certaines protéines du blé peuvent favoriser une inflammation intestinale et entretenir les réactions immunitaires dirigées contre la thyroïde.
Mais encore une fois, tout va dépendre de la dose ingérée, de l'état intestinal de la personne et de sa sensibilité à la protéine. Certaines personnes ressentent une nette amélioration en réduisant ou en supprimant le gluten, tandis que d'autres ne voient aucune différence. La meilleure approche reste donc personnalisée, tester, observer son état digestif, son énergie, son confort général et adapter en conséquence plutôt que d'appliquer une interdiction systématique. Je vous renvoie d'ailleurs à ma vidéo spéciale sur le gluten et les troubles thyroïdiens si vous souhaitez approfondir le sujet. En revanche, il existe un point sur lequel il y a beaucoup moins de débats, ce sont évidemment les aliments ultra transformés et riches en sucre rapide qui ne rendent service à personne et encore moins à une thyroïde déjà fragile. Ces aliments favorisent les pics de glycémie, augmentent l'inflammation, accentuent la fatigue et facilitent la prise de poids. Lorsque le métabolisme est déjà ralenti, ça devient particulièrement problématique. De la même manière, une consommation excessive de graisses industrielles, d'aliments frits ou de charcuterie favorise l'inflammation et peut perturber l'équilibre hormonal. Là encore, il ne s'agit pas d'interdiction stricte, mais plutôt d'un retour vers une alimentation plus simple et plus brute. Voyons maintenant ce qui peut réellement soutenir la thyroïde. Le premier élément clé, c'est l'iode. C'est un véritable carburant de la thyroïde. On le trouve principalement dans les poissons de mer, les fruits de mer, certaines algues et dans le sel iodé. Toutefois, un excès d'iode peut lui aussi poser problème, en particulier chez les personnes atteintes d'Hashimoto. L'objectif n'est donc pas d'en consommer beaucoup, mais d'en consommer régulièrement et raisonnablement. Là aussi, je vous renvoie à ma vidéo concernant l'iode et les algues pour en savoir plus. Un autre élément essentiel, c'est le sélénium. Ce minéral permet la transformation de l'hormone thyroïdienne T4 en T3, qui est la forme active utilisée par les cellules. Il contribue également à protéger la thyroïde contre le stress oxydatif et l'inflammation. On le trouve notamment dans les poissons, les œufs et surtout dans les noix du Brésil, dont une ou deux peut suffire par jour, généralement à couvrir les besoins. Le zinc joue lui aussi un rôle important dans la production hormonale et dans l'équilibre immunitaire. On le retrouve dans les viandes, les fruits de mer, les œufs et certaines graines comme les graines de courge. Le sélénium et le zinc, tout comme la vitamine D, la B12, le magnésium et l'iode, sont ce que l'on appelle des cofacteurs thyroïdiens. J'ai fait une vidéo dédiée sur le sujet et sur leur importance, ainsi que sur les manières de les mesurer dans les analyses sanguines et urinaires. Il faut donc également parler de la vitamine D, qui intervient fortement dans la régulation immunitaire. Beaucoup de personnes atteintes de maladies auto-immunes présentent des taux insuffisants. L'exposition modérée au soleil, les poissons gras et les œufs, et parfois une supplémentation adaptée, peuvent aider à corriger ce déficit. Je vous renvoie encore une fois à ma vidéo dédiée pour en savoir plus sur le sujet. Enfin, n'oublions pas les fibres alimentaires. La constipation est très fréquente en cas d'hypothyroïdie. Une alimentation riche en légumes, fruits, légumineuses et céréales bien tolérées contribue à améliorer le transit grâce aux fibres insolubles, mais aussi la santé du microbiote intestinal qui joue un rôle croissant dans l'équilibre immunitaire et métabolique. Donc, si je devais résumer l'essentiel, je dirais qu'il n'existe pas de régime parfait valable pour tout le monde. Certains tolèrent très bien les crucifères, d'autres se sentent mieux sans gluten. Certains ont besoin d'augmenter légèrement leur apport en iode, tandis que d'autres doivent rester prudents. Le point central reste l'écoute de son corps et l'individualisation de l'alimentation. L'objectif n'est pas de créer de nouvelles contraintes alimentaires stressantes, mais de soutenir progressivement l'organisme. La thyroïde influence chaque cellule de notre corps. Lorsque sa fonction ralentit, tout ralentit. L'alimentation ne remplace évidemment pas le traitement médical, mais elle peut véritablement améliorer l'énergie, l'inflammation, le confort digestif et la qualité de vie globale. Peut-être que le message le plus important aujourd'hui, c'est d'avoir conscience que la science et nos connaissances progressent en permanence et que notre approche doit rester souple et personnalisée. Je vous invite d'ailleurs à me laisser un commentaire pour me faire vos retours de terrain concernant l'alimentation et vos potentiels troubles thyroïdiens, ou si vous êtes praticien, ceux des personnes que vous accompagnez. Je vous rappelle également que vous pouvez soutenir mon travail de recherche en santé intégrative en vous abonnant à ma chaîne. Merci d'avoir pris ce moment avec moi.
et à très bientôt pour une prochaine vidéo.